Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre grand dossier. Nous nous intéressons aujourd'hui à ce terrible incident dans l'Aude. 15 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes. Une femme est décédée alors qu'elle ne voulait pas laisser sa maison. Des blessés, dont un grave qui est brûlé sur une grande partie de son corps. Les pompiers luttent encore activement pour pouvoir arrêter cet incendie qui n'est pas fixé, alors que le vent est en train de s'inverser. Sur la rapidité de cet incendie très précisément, écoutons en préambule de ce grand dossier le colonel Magny. Il est à la tête des chefs des pompiers dans l'Aude et il explique cette progression 1000 hectares parcourus par heure dans l'Aude la nuit dernière. Écoutez, regardez. On a des actions à faire à l'arrière, puisque le vent est en train de basculer. Donc ça veut dire que si on ne fait rien, il peut continuer à se propager. Donc quand on connaît le niveau de sécheresse, il faut vraiment qu'on soit mobilisé sur chaque saute de feu. Parce que là, c'est ça qu'on a observé aussi. À 200 mètres, à 500 mètres, on avait des feux qui redémarrent en fait par le fait que la simple bégule ou étincelle qui vient des pines de pin ou quoi permet de réactiver un nouveau foyer. Donc c'est ce qui amène à ce qu'on ait eu 1000 hectares par heure dans les distances parcourues. Donc voilà, quelque chose de conséquent. Vous êtes les bienvenus dans votre grand dossier. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Vous venez d'entendre ici le chef des pompiers de l'Aude avec cet incendie apocalyptique, le plus grand incendie de l'été. Déjà 15 000 hectares ont été ravagés. On vous le rappelle, une personne, hélas, est décédée. Autour de ce plateau, Thomas Herman, vous êtes notre journaliste TF1 LCI. Mathieu Desmoulins, notre journaliste politique TF1 LCI. Le lieutenant-colonel Frédéric Arrault vient de nous rejoindre. Soyez le bienvenu, monsieur. Vous êtes le porte-parole de la sécurité civile. Mounia Mostefaoui, soyez la bienvenue, madame. Vous êtes climatologue. Et enfin, le capitaine Marc Rolland, soyez le bienvenu, monsieur. Merci d'être resté avec nous. Capitaine de la gendarmerie, porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Tous les moyens de la nation sont mobilisés. C'est ce que nous a dit le chef de l'État. Alors, Mathieu Desmoulins, que le Premier ministre François Bayrou est actuellement sur place dans l'Aude. Il est accompagné notamment du ministre de l'Intérieur. On l'a vu il y a un instant, il s'entretenait avec le maire de cette commune, Saint-Laurent-de-la-Cabrersis, qui a été une commune, hélas, dévastée par cet incendie. Quelle est la posture ici du Premier ministre? Quelles sont les attentes sur place? Sa parole est importante. Il est attendu, le Premier ministre, sur le terrain. Il y a beaucoup de doléances. Il doit échanger en ce moment même avec toutes ces personnes qui ont été impliquées, que ce soit dans ce front à combattre les flammes et qui continuent encore, les pompiers, les forces de l'ordre. Il y a des gendarmes qui sont également mobilisés en renfort et tous ces personnels officiels, institutionnels, j'ai envie de dire, qui aident à la sécurisation des populations, à lutter contre les flammes. Il y a aussi des attentes de la part des populations et des sinistrés. On parlait de ce bilan dramatique. Une femme qui est décédée dans sa maison qu'elle ne voulait pas quitter. Un autre qui est brûlé gravement et qui est hospitalisé. Mais il y a aussi des gens qui ont simplement perdu leur maison. On est aussi dans une région viticole et donc forcément des exploitations qui sont désormais inutilisable à l'avenir pour les agriculteurs, pour les exploitants. Beaucoup donc de questions auxquelles va devoir répondre le Premier ministre, d'inquiétudes sur la suite. Il va devoir rassurer, montrer que le gouvernement est à la tâche, même au cœur de l'été, alors que d'autres sont en vacances, et qu'il sera pleinement mobilisé à la fois sur la gestion de cette crise, ce feu à combattre, mais aussi sur les suites et les dégâts. Lieutenant-colonel Frédéric Arrault, sur les moyens qui ont été mis en place sur place, on a entendu notamment le colonel Magny, qui est le chef des pompiers dans l'Aude, et qui a expliqué que dans les 5 premières minutes, on a commencé les largages. Dans ces cas-là, il faut agir vite, il faut agir de façon précise, presque chirurgicale, vous nous le confirmez ? C'est notre méthode française, c'est notre stratégie d'attaque du feu naissant, d'avoir un dispositif d'abord terrestre réparti sur le terrain. Tous les matins, on va regarder la carte météo, on va regarder la carte des massifs, la carte des risques, et on va positionner tous nos moyens, nos camions, nos groupes d'intervention dans l'ensemble du massif pour pouvoir les détecter le plus rapidement possible et intervenir le plus rapidement possible. Et avec des moyens aériens qui vont faire des circuits, qui vont parcourir tous ces massifs à risque pour être à même également de pouvoir les détecter au plus tôt et pouvoir faire un premier largage le plus tôt possible avant que ce feu n'atteigne le premier hectare pour intervenir et le limiter, le faire dès son éclosion. Et puis quand un feu dépasse ce premier hectare, eh bien, il devient un sinistre majeur qu'on prend en compte et qu'on va donc organiser en conséquence pour pouvoir le traiter sur l'ensemble de ses flancs. Lieutenant-colonel, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui
du feu le plus important qu'on n'ait jamais vu en France, en tout cas du feu le plus important de l'été. 15 000 hectares, c'est énorme. Pour qu'on se fasse un ordre d'idée, c'est la superficie de Paris, vous nous le confirmez. Pourquoi est-ce qu'on est presque sur la ligne vers un méga-feu, hein? C'est gros ce qui est en train de se passer, c'est pas rien. Pour avoir une échelle, on se rappelle de l'Andiras 2022. Alors l'Andiras, c'était plusieurs feux. On a un premier feu qui fait à peu près 20 000 hectares. On a eu d'autres qui ont suivi derrière. La somme de l'ensemble des feux de l'Andiras sur l'été 2022, c'était à peu près 30 000 hectares, 32 000 hectares, je crois, de souvenirs. Ça veut dire que là, avec ce qu'on a eu en 24 heures, c'est déjà la moitié. Donc c'est ça qui fait quelque chose de dimensionnant. 1000 hectares par heure, on nous dit, parcourus. C'est gigantesque. Les méga-feux aux États-Unis, on parle de méga-feux pour 10 000 hectares. En Europe, l'échelle est différente parce que notre massif forestier est différent. Mais surtout en France notamment, on a un massif forestier dans lequel on a de l'habitat. Aux États-Unis, vous avez des zones entières avec juste de la forêt. On peut gérer ça un petit peu différemment. Nous, on a le devoir d'éteindre parce qu'on a cet habitat, on a cette présence humaine qui est partout. Et donc c'est quelque chose qui est majeur, qui est notre priorité. Pour nous, pompiers, la priorité, c'est les vies humaines. Et donc les premières actions visent à éteindre le feu, c'est ce qu'a dit le colonel Mani, et c'est ce qui a été fait. Mais dès lors que le feu prend un peu d'ampleur, notre priorité, c'est de sauver les gens qui sont dedans. Et après d'organiser le sinistre pour pouvoir réduire le feu jusqu'à l'éteindre. On l'imagine, lieutenant-colonel. Mounia Mostefaoui, vous êtes climatologue, je l'ai dit en préambule. Il y a une véritable question sur la géographie et très précisément ce que ça veut dire. Les arbres, la météo sur place, on nous parle ici d'un changement de vent. En quoi est-ce que c'est important? On parlait d'un vent d'est, puis d'un vent d'ouest. Que va-t-il se passer exactement de façon à ce que les pompiers puissent intervenir chirurgicalement? C'est ce qu'on a dit il y a un instant. Oui, alors merci. Tout d'abord, je voulais saluer et tout à fait souscrire complètement à ce que vient de dire le lieutenant-colonel. En fait, on est vraiment sur un méga-feu, que ce soit dans la définition européenne, qui est de plus de 1000 hectares, ou la définition américaine, qui est de plus de 10 000 hectares. C'est intéressant de regarder l'étymologie. Méga, évidemment, comme chacun sait, en grec, c'est grand. Et feu, à la base, c'est focus, l'étymologie latine, pour le coup. Et donc, normalement, un feu, c'est quelque chose c'est la même étymologie que le foyer. Donc, c'est quelque chose qui est restreint, en fait, sur le plan, au niveau de son périmètre. Et là, en l'occurrence, effectivement, l'étendue, c'est ça qu'on n'arrive pas, qui est dangereux, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et donc, qui est dommageable, hein, même si en France, on est quand même bien équipé, plutôt bien armé. Je crois qu'on a 23 Canadair et des... Alors, on n'en a pas autant, hélas. Non, on a 12 Canadair. On en a 12. On a 39 aéronefs bombardiers d'eau d'État, plus une dizaine de départementaux. Très bien. Bon, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, la France avait pu aider aussi l'Algérie et d'autres pays qui avaient été affectés par ce genre de choses. Mais en ce qui concerne le changement climatique, là-dedans, voilà, effectivement, jusqu'à 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Mais ici, le problème, c'est effectivement le vent, la vitesse des vents. En l'occurrence, ici, on a un vent qui souffle à environ 60 km/h, ce qui est beaucoup. Et du coup, on a une vitesse de déplacement qui a quasiment 6 km/h, ce qui est énorme. Donc, ça rend difficile le travail de nos forces du ministère de l'Intérieur, qui fait un travail remarquable, hein, par ailleurs. Et puis, effectivement, la végétation méditerranéenne, eh bien, malheureusement, c'est propice à une propagation du feu. Avec les combustibles naturels, les huiles essentielles, etc. Absolument. Mais c'est surtout des températures de plus de 30 degrés. Donc ça, c'est totalement lié au réchauffement climatique. Et ça s'intensifie avec des périodes qui, malheureusement, se déplacent. Bon, là, on est en plein mois de juillet. Mais ça ne risque de faire que de s'aggraver. Et puis, évidemment, des précipitations qui sont de plus en plus réduites. Et donc, quand vous avez un taux d'humidité qui est inférieur à 30%, eh bien, vous augmentez les risques. Et je voudrais quand même signaler, donc, pour prendre juste un petit peu de hauteur, nos amis américains, dans le même temps, viennent de publier un rapport climato-sceptique, donc fin juillet. Alors, évidemment, il y a des aspects locaux, et je tiens à dire mon émotion, avec le cœur et la raison. On est scientifique, mais on est aussi très ému de voir toutes ces personnes malheureusement sinistrées, cette dame qui n'a pas voulu quitter sa terre, parce que il y a aussi une question de patrimoine, hein, c'est notre patrimoine naturel, c'est le territoire, le terroir même qu'on aime, malheureusement, qui est blessé par ces incendies. Et ça se joue aussi à l'échelle internationale. Donc on est dans l'année de la COP 30, des 10 ans de la séparation des 10 ans d'accord de Paris. Absolument. Et donc, on a aussi un rôle à jouer au niveau international, parce que malheureusement, le réchauffement climatique, il ne se joue pas qu'à l'échelon local. Là, on peut intervenir sur des actions d'adaptation. La France peut être leader en montrant l'exemple par ses actions d'atténuation. Mais les gros émetteurs, ce sont notamment les États-Unis, nos amis américains, les Chinois, les Indiens, etc. Et nous, en tant qu'Europe, pas seulement en tant que France. Donc, je pense qu'on a vraiment un travail collectif à faire, parce qu'on est vraiment, je pense qu'on peut le dire,
en guerre, mais tous collectivement contre le réchauffement climatique. On vous sent à la fois, si je puis me permettre, Mounia Mostefaoui, émue et un peu en colère. Oui, je suis émue. Vous savez, moi, j'ai fait des retraites, par exemple, à l'abbaye de la Grâce, et voilà, on a des moines qui prient aujourd'hui pour que le feu s'éteigne. Le pape, le précédent en tout cas, avait écrit l'encyclique Laudato Si, donc sur plein d'aspects. Je suis émue en tant que citoyenne, évidemment, aussi en tant que scientifique, et comme la communauté. Alors, colère contre... je crois qu'en France, on fait quand même ce qu'on peut. En tout cas, comparé au reste du monde, on est plutôt leader. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à vraiment jouer collectif à l'échelon mondial. Alors justement, ce collectif, on l'a entendu, le maire de Saint-Laurent-de-la-Cabrassie, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, en le regardant dans les yeux au Premier ministre. Il a dit, nous on est prêts, il faut s'asseoir, il faut réfléchir à cette façon de penser pour nos petites communes, pour qu'on puisse avancer, pour que ça ne se reproduise plus. Jean-Jacques Marty, vous êtes toujours avec nous, monsieur. Vous êtes le maire de Saint-Ferriol. Saint-Ferriol, c'est une commune, fort heureusement, qui n'a pas été touchée par les flammes pour le moment. Monsieur, vous êtes à 1 heure de route, en tout cas de Saint-Laurent de la Cabrassie. Cette question, parce que vous nous l'évoquiez, monsieur, tout à l'heure, et vous disiez, nous, on n'a pas besoin de plus d'argent en réalité. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir agir. Et pour pouvoir agir, il faut qu'on nous donne les moyens légaux de pouvoir le faire. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est problématique. Alors effectivement, il y a le réchauffement de la planète, tout ça. Donc là, il y a des spécialistes qui peuvent nous aider. C'est indéniable, il n'y a pas de problème. Mais nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'on y est au quotidien. Donc ces problèmes, comme les problèmes de délinquance, comme les problèmes de violence conjugale, comme tous ces problèmes-là que tous les jours nous avons dans vos journaux, nous les avons au quotidien. Nous avons quelques solutions. Concernant les incendies, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, on voit les problématiques, on voit nos limites. Vous comprenez bien que les élus aujourd'hui, nous on est sur le terrain, j'étais sur le terrain aujourd'hui, c'est dramatique. Un maire qui voit son village brûler, sa population, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est la famille qui s'en va, pour un maire qui se bat pour son village toute l'année. Et aujourd'hui, ce qui nous fait le plus râler, c'est qu'on entend, on ne va pas faire de polémique, peu importe les gouvernements, moi je veux bien entendre tout le monde, on nous promet des choses. Écoutez les maires, ils ont les solutions. Moi, je dis aujourd'hui à M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, puisqu'il n'est pas loin de chez vous, recevez-moi à Paris, écoutez-moi. Je ne dis pas que j'aurai toutes les solutions comme pas mal de mes collègues, je ne suis pas le seul. Écoutez-nous, prenez 1h30 de votre temps pour nous écouter les problèmes que nous rencontrons avec les feux de forêt. Ce que nous rencontrons aujourd'hui, c'est l'incivilité. Les incivilités, on les connaît. Les gens qui font des barbecues le dimanche dans un bois, tout ça, on le voit. Sauf que nous, dans les petites communes, on n'a pas de police municipale. Nos gendarmes qui font excellemment leur travail, souvent il y a une patrouille pour 10 communes. Ils ne peuvent pas être partout. Et lorsqu'on a ces gens-là, ou lorsqu'on veut les obliger à nettoyer, lorsque ce sont des particuliers qui ont un terrain, mais aujourd'hui, une fois qu'on a envoyé nos 3 lettres recommandées, qu'on a averti les services de la préfecture, qu'on a averti le procureur de la République, et bien voilà, on a fait notre travail et la personne, il continue à rigoler, il débroussaillera jamais. Alors on nous dit, mais vous avez qu'à faire les travaux et éventuellement faire un titre pour qu'il vous paye. Mais ça ne marche pas comme ça. Déjà, nous, souvent, dans une mairie, on a un agent ou 2 agents. On n'est pas équipé pour faire du débroussaillage. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on ne demande pas du tout de moyens. J'ai entendu des moyens. Bien sûr qu'on a toujours besoin de moyens. Mais ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on nous écoute et qu'on nous accompagne et qu'on nous soutienne et qu'on nous aide, justement, lorsque le maire ne peut plus avancer parce que la loi, le régalien l'empêche d'avancer. Il faut que l'État soit présent et nous donne les moyens d'agir. Merci, monsieur le maire, d'avoir été avec nous en direct sur LCI pour ce coup de gueule qu'on peut comprendre, qu'on entend. On espère que votre message arrivera au plus haut sphère, c'est-à-dire à Bruno Retailleau. C'est ce que vous nous avez dit. Merci encore, monsieur le maire. À l'instant, on apprend que l'Union européenne est prête à mobiliser des moyens si nécessaire. Comment est-ce que ça marche dans ces cas-là ? Alors on a un mécanisme, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, avec un centre opérationnel qui est à Bruxelles, qui est l'ERCC, European Emergency Response and Coordination Center, qui monitore l'activité sur l'ensemble de l'Europe. Et donc notre centre opérationnel français, le COGIC, leur rend compte de notre situation. Et dès lors qu'un pays, un membre des 27, ainsi que 10 États membres participants, vont atteindre leurs limites capacitaires, vont avoir besoin de moyens supplémentaires, ça pourrait être le cas avec notre flotte aérienne. Si on mobilise l'ensemble de nos avions et qu'il nous en faut encore plus, eh bien on peut disposer des moyens de nos collègues, de nos voisins européens, avec des Canadair qui peuvent être croates, italiens ou espagnols, qui viendraient en renfort chez nous. Capitaine Marc Rolland, sur ce travail étroit avec l'Europe, la France n'est pas seule, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, ça se nomme militairement, pour en revenir
parce que je suis militaire, c'est la complémentarité des moyens. C'est la hiérarchisation des responsabilités. En fin de compte, on a une boîte à outils européenne. Lorsqu'on en a besoin, on se sert des outils européens. Thomas Herman, point de situation. À l'heure où nous nous parlons en direct sur LCI, il est presque 17h. Cet incendie, quel bilan à l'heure actuelle ? Il faut toujours rester extrêmement prudent. D'ailleurs, la vigilance est toujours de mise sur place puisqu'on a un vent qui a changé de secteur depuis 14 heures. Donc, on pourrait se dire mécaniquement, il revient sur ses traces. Mais en fait, le piège, c'est que vous avez ce qu'on appelle des sautes de feu. Donc, vous avez des zones brûlées et du non brûlé. Vous avez des habitations à protéger. Et en fait, ce matin, les sapeurs-pompiers ont anticipé ce changement de vent en prépositionnant donc des colonnes de sapeurs-pompiers, notamment devant des habitations, pour tenter de les protéger en fonction de la progression. Et puis, on essaye également de maîtriser cette progression, de la faire aller dans un secteur bien précis, là où on a justement prépositionné les moyens. Justement, cet après-midi qui est un petit peu à risque, on voit qu'on a renforcé les moyens aériens. On a 7 Canadair et 4 Dash là maintenant en ce moment. Ils vont d'ailleurs se recharger autour de Carcassonne actuellement. Donc c'est pour vous dire que les sapeurs-pompiers sont extrêmement vigilants cet après-midi. Vous évoquiez à l'instant, Thomas Herman, les sapeurs-pompiers forcer l'incendie à prendre une direction différente. C'est ce qu'on a appris. Oui, en fait, ça se fait régulièrement pour tous les incendies. On évalue les zones à risque en fait sur une carte. Vous avez des sapeurs-pompiers qui font ça dès qu'un feu arrive, les zones à risque à protéger. Et puis on essaye avec les moyens au sol et les moyens aériens de forcer l'itinéraire d'un feu pour pouvoir le contenir. On a l'impression qu'il y a de nombreux hectares qui sont brûlés et que la situation n'est pas contrôlée. Au contraire, on va faire volontairement prendre la direction du feu, même si on sacrifie plusieurs milliers d'hectares, mais vaut mieux les sacrifier dans une zone boisée non habitable plutôt que dans une zone avec une forte densité de population. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, lieutenant-colonel. La priorité, c'est de sauver les êtres humains qui sont sur place. Ça, on ne déroge pas à la règle. Exactement. La priorité, c'est les vies humaines, c'est les vies animales, et puis les biens et l'environnement. Donc il faut gérer tout ça. Il faut bien 2000 pompiers sur ce terrain-là pour le faire. Chacun va se répartir dans les différentes fonctions. Mais l'exercice n'est pas simple parce qu'il faut composer avec le relief, il faut composer avec le vent qui est changeant, avec le relief qui peut tantôt être une difficulté et puis tantôt être un atout, se servir effectivement de zones non boisées avec des lacs ou avec une autoroute par exemple qui va nous permettre de ralentir la puissance du feu, d'aller casser sa puissance pour derrière pouvoir faire l'extinction. Mathieu Desmoulins, alors que nous voyons en direct ces images de Saint-Laurent, de la Cabréris dans l'Aude, une ville qui a été meurtrie littéralement par ces incendies, c'est précisément dans cet endroit qu'une femme est décédée d'une 60aine d'années parce qu'elle ne voulait pas laisser son habitation. Nous voyons les images ici du Premier ministre François Bayrou. Il n'est pas venu seul, le Premier ministre. Non, il est accompagné de 2 membres du gouvernement. Bruno Retailleau, d'abord, ministre de l'Intérieur. C'est lui qui, en tant que chef de la place Beauvau, a la charge de toutes ces opérations, en tout cas administrativement. Et puis un autre ministre de la place Beauvau, c'est François-Noël Buffet, qui est ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Alors, c'est pas un portefeuille très défini dans le titre. Ils ont fait une répartition des rôles, et c'est lui notamment qui a en charge, par exemple, la réforme de la sécurité civile, de la protection civile. Et donc, les 2 hommes qui accompagnent François Bayrou sur le terrain pour montrer que le gouvernement est mobilisé au cœur de l'été sur la lutte contre les flammes et sur l'accompagnement aussi des victimes, puisque c'est une dimension très importante dans ce genre de catastrophe naturelle. Alors que cet incendie historique, dévastateur, apocalyptique, ce sont les mots qui sont sortis de la bouche des maires sur place, des habitants sur place, des pompiers qui sont encore en train de lutter contre cet incendie qui est loin d'être terminé. Il y a la question des moyens en notre possession aujourd'hui dans le pays. On évoquait les Canadair. Il y a quelques minutes, il y a 12 Canadair dans le pays. 11 sont opérationnels. Ça, vous nous le confirmez, Thomas Herman, c'est ce que vous nous disiez peut-être. Juste en face. Ah, d'accord. Donc, je vais vous poser cette question sur les moyens. Il y a eu des promesses. On a des politiques qui sont sur place. Question peut-être un peu dure, un peu triviale. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de nos ambitions ? On sait qu'il va y avoir de plus en plus de feux. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. On sait qu'il fait de plus en plus chaud sur la planète. Ce serait comme arrêter un océan avec nos mains. C'est presque impossible. On peut lutter ?
Alors on lutte, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Il faut des moyens, on pourra en demander de manière infinie, on pourrait avoir des centaines de canadaires. Il faut avoir quelque chose qui est rationnel et qui est proportionnel, adapté à notre massif. D'où c'est rationnel et proportionnel? On a des canadaires qui datent de la fin des années 90. On en avait acheté 15 à l'époque, on en a perdu 3 en 25 ans. On en a 12 aujourd'hui, alors un qui a eu un gros souci technique en début de saison, donc on en a 11 qui sont opérationnels. Mais on n'a pas que les canadaires. On a nos Dash, qui sont des avions encore plus gros que les canadaires, qui peuvent apporter 10 000 litres d'eau là où un canadair en apporte 6 000. On en a combien des Dash? On a 8 Dash. Donc en avion gros porteur, 6 000 litres, 10 000 litres, on a donc les 12 canadaires et les 8 Dash, ça fait déjà 20 machines. D'accord. Ce travail d'analyse du dérèglement climatique et de ses conséquences, on le fait depuis déjà une quinzaine d'années. On le voit au quotidien. On voit l'évolution de ces surfaces, cette occurrence de feu toujours plus forte et un début de saison toujours plus tôt. Et donc on a besoin d'adapter notre réponse opérationnelle. Donc la sécurité civile fait ce travail-là déjà depuis une quinzaine d'années et plus encore depuis l'Andiras 2022. On a vu ces propositions, enfin ces décisions du président de la République d'adapter et de compléter notre flotte en la montant déjà à 16 canadaires, donc avec l'achat de 4 nouvelles machines et puis le renouvellement des 12 machines existantes. C'est donc ce qui a été initié avec l'achat de 2 premières machines. La sécurité civile travaille à l'achat des 2 suivantes. Maintenant, ce qu'il faut dimensionner aussi, c'est qu'il y a la question industrielle derrière. Les canadaires, ils ne sont plus produits depuis 2015. La licence a été revendue, donc Bombardier à l'époque, qui fabriquait les canadaires, a arrêté cette production. On a acheté parmi les dernières machines, un O415, c'est le dernier modèle produit par Bombardier. Et donc ils ont dessiné une nouvelle machine, qui est le 515, mais dont ils n'ont jamais commencé la production. La licence a été rachetée, aujourd'hui c'est De Havilland, le constructeur qui l'a racheté, toujours un constructeur canadien, mais qui aujourd'hui n'a pas encore commencé la production de ces machines. Donc en réalité, permettez-moi d'intervenir, lieutenant-colonel, on a commandé des canadaires qui n'existent pas. Qui vont être produits. On aura les premières machines sorties avec les Grecs. Les Grecs auront les 2 premières, on aura les 2 suivantes. Mais ça veut dire quand? Alors aujourd'hui, on nous annonce 2028, mais nous, on est tributaires de cette industrie et de cette livraison industrielle. Et alors forcément, pardonnez-moi. Ça veut dire que même si on voulait en acheter 100 aujourd'hui, oui, ça n'est pas possible. Exactement. Ils n'existeraient pas. Exactement. Ou alors il faudrait les acheter à d'autres pays qui, eux, se priveraient de ces canadaires. Exactement. Et ça, on n'a pas attendu de le savoir pour le prendre en compte. On n'a pas attendu d'avoir ces échéances-là. Donc pour compléter, parce que nous, il nous faut des machines maintenant, c'est aujourd'hui qu'on a ces les feux, c'est tout de suite, on l'a vu, en l'occurrence dans le Aude. En attendant, on a loué des appareils, on a loué des air tractors, on a loué des hélicoptères bombardiers d'eau, on a vu le Super Puma tout à l'heure. Et on les a loués à qui? On le loue à des sociétés qui font ça depuis toujours. Parce que nous, notre stratégie française, depuis des décennies, c'est d'avoir notre flotte nationale. D'être souverain. On avait nos trackers qu'on a changés parce qu'ils étaient trop vieux par des Dash, des avions plus gros. Et puis on a nos canadaires qu'on a renouvelés. Mais d'autres pays ont fait d'autres choix. Il y a des pays, notamment les pays anglo-saxons, qui louent leurs machines. Et donc aujourd'hui, devant l'urgence, parce qu'on voit que on n'est plus en mesure d'acquérir les avions suffisamment rapidement pour répondre à la nécessité, eh bien nous aussi, on a commencé à louer. Et donc depuis 2023, on loue ces hélicoptères lourds, légers, et on loue des air tractors qui complètent le dispositif. Lieutenant-colonel, alors que nous voyons le Premier ministre qui est à Saint-Laurent de la Cabrieris et qui s'exprime, on l'écoute. Oui. Je recommence. Nous avons voulu venir avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et le ministre chargé auprès de lui des problèmes de sécurité. C'était très important pour nous d'être là parce que la catastrophe est une catastrophe d'ampleur inédite. C'est important parce que des centaines et milliers de personnes se sentent atteintes dans ce qu'elles ont de plus précieux, leurs biens, leurs maisons, leurs vignes. Pour ceux qui travaillent dans le tourisme, le paysage qui est atteint. Et donc c'était après presque 24 heures de combat de tous les pompiers, de tous les soldats du feu, des élus qui sont là et qui n'ont pas dormi de la nuit. C'était très important que nous soyons avec eux pour dire 2 choses. D'une part, chaque fois que une partie des Français sont atteints par une catastrophe de cet ordre, la solidarité nationale doit s'exprimer, jouer. Elle a joué à plein parce que les services de l'État et les services de sécurité ont été immédiatement, j'allais dire, dans la minute mobilisés.
c'est très important aussi parce que c'est l'avenir qu'il faut penser, l'avenir de ces territoires. Et comme vous le voyez, l'avenir de ces territoires, elle est marquée par le drame qui touche la vigne. C'est un pays qui a deux, si j'ose dire, deux orientations économiques, la vigne d'un côté, le tourisme de l'autre. Et les deux sont atteints. Et ce que disent les chefs d'exploitation et les personnes qui travaillent dans le tourisme, c'est deux choses. Il faut nous aider aujourd'hui en voyant les déclarations possibles de catastrophes naturelles, en voyant les questions d'assurance qui ne sont pas simples, parce que les pertes de récolte, on n'est pas sûr qu'elles soient assurées comme il le faudrait. Et donc, vous aider aujourd'hui et préparer ce que demain doit être. Tout le monde voit ce qui se passe. On est dans un climatique sur, j'allais dire, toute la planète, en tout cas l'Europe. Ce changement climatique se fait sentir et entraîne des événements inédits. Et l'événement aujourd'hui, c'est un événement qui est lié au réchauffement climatique et à la sécheresse. Et il faut qu'on réfléchisse avec les élus locaux, avec les responsables professionnels, avec les parlementaires. Nous avons à réfléchir à ce que demain pourrait être. Quel type de plantation pour la vigne? Quelle possibilité d'imaginer des essences différentes qui pourraient être des essences de résistance à la progression du feu? Quel type de plantation pour réaliser des stops? Ce qu'on a vu là et qui est très frappant, c'est que partout où il y avait des vignes, pour l'essentiel, le feu a été arrêté. Et là où il n'y avait plus de vignes, là où les taillis, les broussailles et les garrigues avaient pris la place, eh bien on se trouve devant un accroissement de la catastrophe, de la vitesse du feu et de la catastrophe. On va attendre une minute. Pardon, mais on est en plein milieu des opérations et des opérations de sauvegarde et de sécurité. Et je disais donc une partie des questions qui se posent, c'est quel avenir, quel type de culture, quel type de paysage, quel type d'économie vont pouvoir être mis en place pour que les Corbières, cette partie des Corbières retrouvent une vision de l'avenir et une foi dans ce qu'ils vont vivre ensemble. Et donc ça, c'est une deuxième partie du travail. Et nous allons le mener avec les élus locaux, avec les responsables professionnels, avec le gouvernement, pour définir précisément ce qu'un plan de sauvegarde et d'avenir pourrait être. Car il faut prendre en compte la sauvegarde, les problèmes économiques et ce que l'avenir doit être. Et puis après, il y a encore d'autres réflexions à conduire. Si, il y a eu alerte très précoce, quelques minutes seulement. Mais il y a d'autres types de lieux sur lesquels il faut que des alertes précoces, peut-être par satellite, par un système de surveiller le sol, puissent être mises en place. Et pour nous, tout ça, c'est un ensemble dont nous avons la responsabilité.
dire pas seulement notre solidarité, mais notre volonté de participer avec les personnes victimes, avec les personnes enracinées, avec les personnes qui pensent l'avenir de ce territoire, à ce que tout cela pourrait être dans un grand plan dont les Corbières pourraient être le laboratoire. Il y a aussi une question de moyens aériens, de lutte contre les incendies. Certains disent qu'il n'y en a pas assez en France. Alors, nous avons, depuis que nous sommes là, mis en place un plan pour multiplier les moyens aériens, y compris en finançant des projets de fabrication des Canadair ou des avions de type Canadair en France. Mais là, il y avait beaucoup de moyens aériens puisque c'est 7 aéronefs ou 9 aéronefs. En tout 18 en réalité. 18 entre les Canadair, entre les Dash, entre les hélicoptères. Entre les hélicoptères bombardiers d'eau, on en avait 18. Et il n'en fallait pas plus en réalité. Par chance, on avait la capacité de mobiliser beaucoup de moyens. Ça n'a pas suffi pour arrêter l'incendie. Ça n'a même pas suffi parce que le premier Dash est intervenu dans les minutes qui ont suivi le repérage du déclenchement de cet incendie au bord de la route. Justement, qu'est-ce que l'on sait sur les causes de cet incendie à l'heure où on se parle ? L'enquête est en cours. On a l'impression que c'est un départ d'incendie à partir des activités sur le bord de la route, mais c'est une impression et aucune preuve pour l'instant n'a été apportée. Mais on voit bien que des accidents de cet ordre. Dans quelle mesure est-ce que ce feu il est inédit, puisqu'en dehors de la superficie, il y a également un bilan humain qui est assez lourd ? Bon, il y a malheureusement une dame qui a refusé de quitter sa maison, d'après ce qu'on nous a dit. Et puis il y a en effet des blessés. Mais pour un incendie de cet ordre-là, sans cet accident malheureux et déplorable, qui permet de rappeler aussi à nos concitoyens que quand il y a une alerte en demandant de quitter la maison, je pense que le plus responsable, c'est de suivre les consignes de cette alerte. Mais vous voyez bien l'attachement de quelqu'un à sa maison, le fait que n'ait pas envie d'abandonner tout ça, c'est si profondément humain et si profondément désolant qu'on ne va pas mettre en accusation les gens qui, hélas, ont fait des choix qui leur ont coûté la vie. Est-ce qu'on aurait été en mesure d'agir sur un autre incendie dans le sud de la France avec tous les moyens déployés ici ? Est-ce qu'on aurait pu, par exemple à Marseille, comme on l'a fait il y a quelques semaines ? Est-ce qu'on a assez de moyens, quoi, vraiment ? On a, en tout cas, mobiliser tous les moyens nécessaires et ils sont mobilisables à l'instant partout ailleurs. Vous voyez bien que là, l'activité a un tout petit peu baissé. Il n'est pas question d'avoir une zone du territoire qui soit abandonnée et nous pouvons faire appel aux moyens européens. Si nous sommes en difficulté, il y a des accords entre les pays européens qui font que dans une circonstance comme celle dont vous évoquez l'hypothèse, on peut mobiliser des moyens d'autres pays européens qui seraient prêts à nous aider. Pour ce dispositif, on a même aidé la Grèce. Oui. Les moyens sont massifs, hein, comme disait le Premier ministre. On a 2150 sapeurs-pompiers avec 600 véhicules. On a des moyens aériens, c'est quasiment inédit, et on va mobiliser dès demain des moyens militaires avec 3 hélicoptères et plusieurs dizaines de militaires. Donc ces moyens sont là, mais ça ne suffit pas quand vous avez un feu avec des circonstances d'humidité très faibles, de température très forte et aussi de vent très, très puissant, avec des pinèdes qui parfois dépérissent avec la sécheresse. Comment vont les 4 pompiers qui ont été blessés en intervention ? Il y avait un, bien sûr, qui était grièvement blessé et qui, à l'heure où je vous parle, semble aller mieux. Il faut rester extrêmement prudent. A priori, il aurait un traumatisme crânien. Les autres sont blessés plus légèrement. Mais comme le disait un de vos confrères, l'incendie est effectivement inédit parce qu'il y a des victimes. Un décès, des victimes. Je voudrais dire aussi que parmi les victimes, il y a quand même 9 sapeurs-pompiers. Et blessés. Quand on sait que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, on voit bien ce que disait François Bayrou il y a quelques instants, que cette culture du risque, on doit tous l'adopter. Et il est inédit aussi pour les surfaces. Ça fait, depuis 1949 sans doute, le feu qui a brûlé le plus d'hectares. Le nombre d'hectares brûlés, plus de 15 000,
c'est l'équivalent de tout ce qui a été brûlé en 2019, dans l'année 2019, dans l'année 2020, dans l'année 2021. Et c'est le double de ce qui a été brûlé en 2023. Et en partie parce que les paysages ne sont pas préparés. On laisse des friches s'installer, les cultures reculent, la culture de la vigne en est un exemple, ce qui veut dire que les espaces prévus pour stopper les incendies disparaissent devant des taillis, des broussailles, des garrigues, des pinettes non entretenues, avec, comme le disait le ministre d'État, avec des arbres morts qui servent d'accélérateur au feu, parce qu'on n'entretient pas les espaces. Et vous voyez que tout ça, c'est une politique à repenser, à la fois du point de vue de l'équilibre écologique, et de ce qu'il va être avec le changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la pensée de ce que doivent être les villages, les maisons, les plantations, les cultures, l'entretien des forêts. Tout ça, ça fait partie de l'adaptation au changement climatique. Et c'est ce travail-là que nous avons à conduire et dont nous savons, nous, à quel point il est crucial, même si nos concitoyens ne s'en rendent pas compte. Et on voit que les OLD ne sont pas forcément respectées dans tous les cas, que les maires ont du mal à mettre en place ces obligations de débroussaillement et pourtant ça peut sauver des maisons. Est-ce qu'on donnerait peut-être plus de moyens aux maires peut-être pour mettre des amendes C'est une très bonne question sur laquelle on a constaté dans le cadre du Beauvau de la sécurité civile et que l'on se propose probablement d'intégrer dans les pouvoirs donnés aux maires supplémentaires dans le cadre du texte sur la police municipale qui viendra à la rentrée. On a déjà prévu qu'ils aient des capacités de coercition beaucoup plus importantes et de sanctions beaucoup plus importantes. Je vais rajouter sur ce qu'a dit tout à l'heure le ministre d'État, 9 incendies sur 10 c'est d'origine humaine, mais plus de la moitié de cette origine humaine sont de caractère involontaire. Je qualifierais plutôt d'irresponsable. C'est souvent de la négligence qui entraîne ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire des viticulteurs en difficulté, des maires en difficulté, des habitants en difficulté. 2000 pompiers sur place hier, une flotte aérienne mobilisée fortement. Tout ça parce que quelqu'un a été négligent à un moment ou à un autre. Et cette irresponsabilité-là, il faut savoir la sanctionner très fort. Monsieur le Premier ministre, quel est le moyen, le bras de levier que vous avez pour faire accélérer les procédures d'indemnisation des pauvres gens? Nous allons mobiliser tout ce qui existe. Et si on peut, un peu plus. Parce qu'on est obligé d'être à leur côté. Mais vous savez à quel point les obligations administratives existent, qu'on ne peut pas d'un trait de plume les rayer. C'est pour ça qu'on est là pour mobiliser, accélérer, fédérer et entraîner pour qu'il y ait de véritables réponses. Mais je me mets tout à fait à la place et aux côtés de ceux qui ressentent la situation comme terrible pour eux et qui attendent de l'aide que nous sommes là pour leur apporter le plus vite possible. Mais je sais que le plus vite possible, c'est généralement pas assez vite. On est tous témoins de ces difficultés-là quand il y a une catastrophe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci au préfet. Voilà, on vient de l'entendre, le Premier ministre François Bayrou qui a donc répondu aux questions très précises des journalistes qui l'entouraient. Je vous rappelle que ce feu continue bien évidemment sa route. 15 000 hectares ont été ravagés. Une personne est décédée car elle ne voulait pas quitter son habitation. Plusieurs autres personnes sont blessées, dont un homme grièvement brûlé sur l'ensemble de son corps. On a appris également que 9 sapeurs-pompiers étaient également blessés, dont un dans un état grave. Le plus grand feu depuis 1949, nous a dit le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Il faut préparer demain face aux incendies, nous dit le Premier ministre François Bayrou. Toujours avec moi, le lieutenant-colonel Frédéric Haro, porte-parole de la sécurité civile, Monia Mestafaoui, climatologue. À mes côtés, Mathieu Demoulin, notre journaliste politique TF1 LCI, et Thomas Herman, notre journaliste TF1 LCI. Mathieu Demoulin, des mots forts, très forts, du Premier ministre François Bayrou. Il veut une politique pour repenser demain, repenser ce que seront les infrastructures de demain, les paysages de demain, tout en préservant aussi notre économie. Quelle difficulté ici pour le gouvernement, alors que les mots sont forts, sont précis
et qu'il ne veut pas y déroger, le Premier ministre. Absolument, au-delà du simple point de situation qui est presque un rituel lorsqu'une autorité se déplace sur un incendie de cette nature, le Premier ministre a quand même voulu répondre à une interpellation que lui a fait le maire de la commune tout à l'heure, qui lui dit il faut qu'on pense demain, il faut que cela ne se reproduise plus jamais. Alors évidemment, on sera tous d'accord autour de cette table pour dire que le risque zéro n'existe pas. Des incendies, il y en aura toujours, mais en tout cas en réduire l'ampleur, en réduire les dégâts, et pour cela il promet de réunir les associations d'élus, les élus, en parlant notamment de cette région sinistrée en ce moment même comme un laboratoire pour la suite, parler de comment freiner les feux, faut-il travailler avec plus de vignes, alors même que le plan de réduction par exemple, on réduit la capacité viticole en France, prévoit que dans l'Aude ce soit près de 5000 hectares de vignes qui soient retirés, et en même temps on en loue les mérites dans la lutte contre les incendies. Quelles essences d'arbres mettre dans les forêts, comment positionner les moyens, comment donner plus de compétences aux maires pour faire appliquer l'obligation de débroussaillage, autant de choses qui vont être nécessaires, j'oserais même dire indispensable, alors que les catastrophes naturelles, au vu du réchauffement climatique, vont se multiplier. Un plan de sauvegarde, un plan d'avenir, Thomas Herman. Oui, alors c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'on disait un peu les mêmes choses en 2022, juste après le feu de Landiras. Alors, que vous avez couvert par ailleurs sur le terrain. Où j'étais effectivement sur place à de nombreuses reprises, parce que c'est un sinistre qui avait duré quand même plusieurs semaines. On avait la teste de bûche et Landiras 1 et Landiras 2. C'est pour ça que d'ailleurs celui-là dépasse celui de Landiras, puisqu'il est découpé en plusieurs parties. Et au total, c'est 32 000 hectares quand même ravagés par les flammes, et c'est là où on avait eu les annonces sur les 4 Canadair en plus, 2 Canadair qui avaient été supprimés après par Gabriel Attal par économie. Là finalement Bruno Retailleau avait annoncé en rajouter 2. Je vois pas la différence entre ce qui avait été annoncé en 2022 et aujourd'hui. C'est là où bien sûr, le débroussaillage et donner plus de compétences aux maires, bien sûr, c'est les premiers à le demander, d'avoir des compétences de verbalisation. On parlait de la police municipale. Encore faut-il avoir une police municipale aussi. Et avoir les moyens d'en avoir une. Et avoir les moyens d'en avoir une. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est un dossier compliqué, tant il coûte de l'argent sur les moyens humains. On peut aussi parler de la formation des sapeurs-pompiers. Je vous rappelle que les SDIS sont financés par les départements, que ce n'est pas de l'argent de l'État directement, mais que ça passe par le niveau départemental. Donc c'est vrai que... On comprend bien l'équation lorsque vous nous exprimez tout cela, Thomas Herman. Quelle équation compliquée pour le gouvernement, surtout quand le Premier ministre, permettez-moi d'insister, Mathieu Demoulin, dit en réalité la sauvegarde d'un côté, mais les problèmes économiques de l'autre. Il y a 2 dimensions qu'il va falloir traiter. Effectivement, la lutte contre les effets du réchauffement climatique, au-delà de la lutte contre le réchauffement climatique en lui-même, et c'est ce dont on vient de parler, travailler à l'après, travailler à prévenir les causes et les effets. Et puis il va y avoir une lutte aussi dès lors que cet incendie sera maîtrisé, fixé, éteint. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ce qui n'est pas encore le cas. Et c'est ce qui fait que le Premier ministre est en train de jongler entre plusieurs temporalités dans cette déclaration. Il va falloir aussi parler d'indemnisation. Est-ce que l'état de catastrophe naturelle sera reconnu ? Comment indemniser tous ces viticulteurs, puisqu'on est vraiment dans une région qui dépend énormément de la viticulture et qui ne sont pas toujours très bien assurés contre les incendies ? Comment les indemniser ? Au risque de laisser monter la gronde, de laisser aussi une région se sentir abandonnée, et puis comment indemniser aussi toutes ces personnes qui, lorsqu'elles n'ont pas été blessées par les flammes, ont perdu leur maison, leur voiture, certains leur terrain. Lieutenant-colonel Haro, quelle équation compliquée pour le gouvernement ? On l'a vu, une équation qui est délicate aussi au moment où nous parlons, avec les moyens qui sont en place. On le rappelle, l'incendie n'est pas fixé. On nous a parlé de la tête de ce feu qui, elle, avait été maîtrisée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Nous sommes en direct, il est presque 17h30 sur LCI. Où en est ce feu et comment vos collègues travaillent sur le terrain pour tenter d'arrêter ce feu qui prend une très grande ampleur aujourd'hui? Alors le feu, il a un point de départ qui est en train d'être identifié par les enquêteurs. Et de ce point de départ, il va s'étendre, poussé par le vent, en fonction du relief et de ce qu'il va rencontrer comme combustible. Nous, on appelle ça en termes techniques une plume, parce que ça prend la forme d'une plume. Et donc cette plume, poussée par le vent, va s'élargir avec une tête de feu, le front de flamme, très virulent, et puis des flancs. Et donc, on va répartir, je parlais tout à l'heure de la répartition entre les moyens terrestres et les moyens aériens, on va répartir les moyens terrestres sur les zones avec le plus d'habitat,
sur les flancs pour pouvoir protéger les personnes, à notre mission première. Et puis évacuer, protéger leurs maisons. Les confiner, et puis protéger les maisons. On va mettre des dispositifs autour des maisons pour faire en sorte que le feu passe sans brûler les maisons. D'accord. Et puis sur les zones qui sont plus boisées, avec moins d'habitat, les réserver aux moyens aériens, et donc avoir ces 18 aéronefs qui vont tourner pour pouvoir matraquer le feu. Et puis il y a ce front de flamme qu'on va essayer de resserrer. Il est illusoire de vouloir se mettre en face du feu et de vouloir l'arrêter. C'est des flammes de 30 mètres de haut qui arrivent, on l'a vu, à 5-6 km/h avec une puissance calorifique qui est gigantesque. Et puis surtout, lorsque on y est tenu parce que on a quelque chose à protéger, eh bien on va faire ce qu'on appelle une ligne d'appui. On va mettre des moyens qu'on va aligner, qui vont attendre le feu. Ces moyens, ils vont d'abord commencer par arroser l'arrière. Parce qu'en fait, on a des sautes de feu qui font plusieurs centaines de mètres. Donc on a un feu qui n'est pas encore arrivé, que déjà derrière, il aura commencé. Donc on va mouiller cette zone-là pour faire en sorte que tout ce qui va sauter comme projection, voire même comme animaux, vont être pris dans le mouillé. Et puis on va attendre le feu. Quelques minutes avant qu'il arrive, il va commencer à faire nuit. C'est la fumée qui arrive dans le vent, qui va enlever toute lumière. Et puis tout d'un coup, on va voir ces arbres qui vont s'enflammer les uns derrière les autres. Et on va essayer de casser son intensité. Ça, c'est la tête de feu. Mais ça, dès lors qu'il y a du vent, c'est inarrêtable. Donc on va tenter de casser sa puissance. Et puis, à un moment où le feu va faiblir, on va en profiter pour gérer aussi avec le relief, gérer avec une zone qui serait moins boisée, et profiter de ce moment-là pour tenter de profiter de l'accalmie pour le casser l'intensité. C'est ce qu'on a fait cette nuit. Vers 4h du matin, on a eu cette situation-là. Une zone propice avec un vent qui s'est affaibli, et on a réussi à casser son intensité en tête de feu. Mais ça n'enlève rien au travail qui est fait sur les flancs, parce qu'il faut continuer, et il continue sa progression. Les flancs droit et gauche, donc. Flancs droit et gauche. Avant et arrière, ce qui multiplie les Donc fixer le feu, c'est vraiment casser sa protection dans l'axe, sa propagation dans l'axe du vent. Et puis le maîtriser, c'est ça, plus tenir les flancs également. Lorsqu'on entend le lieutenant-colonel Mounia Mustafaoui, on comprend à quel point le vent a une incidence capitale dans la gestion et dans l'arrêt d'un feu comme celui-ci. Dans les heures à venir, dans les jours à venir, comment est-ce qu'on va se positionner ? Comment va se positionner ce vent ? Qu'est-ce qu'on attend sur le terrain ? Alors, absolument, le vent, c'est un élément majeur de ce qui peut se passer. Alors, les météorologues, évidemment, vont suivre ça de très très près. La météorologie, c'est sur une échelle de temps courte. Moi, je travaille sur le climat qui est une échelle de temps plus longue et donc sur des statistiques. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, Copernicus et FIS, donc qui fait les prévisions et qui regarde par satellite, notamment avec Sentinelle-2, comment progressent les feux, eh bien, regarde ça, si vous voulez, sur des échelles de temps plus longues, donc sur des décennies. Donc, moi, je ne peux pas vous dire demain quelle va être la direction du vent. Ça, ce sont les météorologues qui font cela. Par contre, je peux vous dire que d'ici 30 ans, la fréquence, l'intensité, la vitesse des vents et la trajectoire de ce type de phénomène va augmenter. Et ce qui se pose aussi dans ces problématiques de planification sur le temps long, c'est comment est-ce qu'on démultiplie les capacités qui sont actuellement les nôtres, aussi avec des problématiques de souveraineté, pour être en mesure de répondre à ce type de feu, parce qu'on va pas se mentir, ce type de feu ça va se reproduire. Même les stratégies d'adaptation, il y a deux choses. Il y a l'atténuation et il y a l'adaptation. Vous avez beaucoup parlé, et en local, on parle beaucoup d'adaptation. Des stratégies type mettre des vignes, effectivement, ça peut aussi avoir des intérêts économiques forts, notamment en France, comme un grand pays du vin. Donc il peut y avoir des choses aussi à tirer sur le plan économique de ce côté-là. Bien sûr, il y a ça. Il y a aussi les stratégies de confinement, ça dépend. Je crois que par exemple pour Marseille, dans le cas d'une cité, d'une ville, c'est très intéressant parce qu'on est aussi face à un phénomène d'urbanisation forte en France comme dans le monde. Et donc les problématiques ne sont pas les mêmes quand effectivement vous avez des villages ou des endroits qui sont, comme vous le disiez, peu urbanisés. Et d'autre part, Marseille. Et effectivement, le civisme, on l'avait vu dans le cadre du feu du 17 juillet, était très important, des citoyens qui ont obéi finalement aux recommandations par les autorités. Mais Mounia Mustafaoui, lorsqu'on vous entend, lorsqu'on vous écoute, que vous parlez de ces projections que vous connaissez parfaitement, aidées notamment par les satellites, etc., vous nous dites que ça va forcément se multiplier. Dans quelques années, vous nous dites dans 10 ans, les vents ils vont être plus forts, ils vont être plus fréquents. Donc en réalité, ça va multiplier la force des incendies. C'est une conjonction essentiellement de trois choses qui sont dites de façon très qu'on peut résumer les fameux 3-30, donc plus de 30 km à l'heure de vent. Vous avez un taux de sécheresse, un taux d'humidité inférieur à 30%, et puis vous avez une température de plus de 30 degrés. Et ça, pour l'instant, on a ça dans le bassin méditerranéen qui est plutôt bien équipé. Les maires, y compris les élus, les gens ont l'habitude de cela, mais ça va être beaucoup plus compliqué quand vous avez ce genre d'événement qui peut avoir lieu bien plus haut.
dans d'autres géographies de France où les gens ne sont pas du tout habitués à cela. Et il y a aussi des problématiques d'urbanisation, de bâti. Par exemple, des maisons qui sont résistantes au feu. Une dame qui malheureusement n'a pas souhaité quitter son logement, avec un logement qui est résistant au feu. Effectivement, il y a des problématiques de débroussaillement, mais en termes d'ordre de grandeur, franchement, c'est pas ça le problème. Le gros du sujet, c'est le changement climatique. Et je voudrais quand même revenir sur le chiffre des 9 sur 10. Oui, sur les incendies qui sont d'origine humaine. On dit, alors d'abord, c'est jusqu'à 9 sur 10, parce que c'est assez difficile d'en établir spécifiquement l'origine, c'est toujours assez compliqué. Vous contestez le chiffre aujourd'hui ? Non, c'est pas que je conteste, c'est que je dis qu'il faut parler d'incertitude. C'est jusqu'à 9 sur 10. C'est pas une contestation, c'est jusqu'à. Avec toutes les incertitudes et les précautions qu'il faut prendre là-dessus, c'est jusqu'à 9 sur 10 d'origine humaine. Mais attention, sans réchauffement climatique, enfin quand vous n'avez pas des périodes de précipitation, sans précipitation plutôt aussi longues, quand vous n'avez pas des températures aussi élevées et des vents de cette force-là, vous n'avez pas un méga feu. On a de très très bons, enfin on a une armée, on a une sécurité civile, on a des gens qui sont très compétents, qui, vous voyez, comme ils sont engagés, des pompiers blessés, etc., qui sont là. Donc quand les conditions climatiques ne sont pas déréglés, si je puis dire, pour parler de façon un peu vulgarisée, eh bien, on n'a pas ce genre de feu. C'est une conséquence très directe du réchauffement climatique. C'est l'ampleur, exactement. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Et ça ne fait que commencer. Et ça ne fait que commencer, et enfin, c'est pas pour être alarmiste, mais ça ne peut, enfin, statistiquement, objectivement, je ne vois pas, ça ne peut que s'aggraver en termes de fréquence et d'intensité, au vu des projections qu'on a depuis, mais ça fait une trentaine d'années. Oui, ce que vous nous dites, c'est qu'on ne le découvre pas aujourd'hui. Absolument pas. Thomas Herman. Vous parlez de Copernicus et des si on prend les chiffres de cette année, déjà en nombre d'hectares brûlés sur le territoire français, on est à près de 24 000 hectares. On ne prend pas en compte cet incendie en cours. À la même période, sur une moyenne de 2006 jusqu'à aujourd'hui, on est à plus de 10 000 hectares. Ça veut dire qu'on a plus du double de ce qu'on fait en moyenne par an. Donc c'est pour vous dire que là, le mois d'août ne fait que commencer. On sait que c'est le mois d'août statistiquement qui est plus propice aux incendies que le mois de juillet. On a observé quand même un pic dès le mois de mars cette année d'incendies. C'est pour vous dire que la saison s'est passée beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc des feux plus précoces, donc. Hein. Alors, plus précoce. Ça aussi, c'est un problème. Oui, non, mais c'est ça. Dans les statistiques qui sont très intéressantes cette année, c'est qu'on voit que ce pic a commencé très tôt. Et notamment, vous fatiguez déjà, dès le mois de mars, vos sapeurs-pompiers, en fait, déjà aussi sur le terrain. C'est-à-dire que normalement, on commence les attaques d'incendie au mois de juillet. Là, vous avez des pompiers dans certains départements, ça fait depuis le mois de mars, en fait, qui sont sur le qui-vive pour traiter des incendies. Donc c'est aussi une méthode complètement différente. Avec des régions beaucoup moins habituées aux incendies. Je parle sous votre contrôle. Il y a eu un incendie gigantesque en forêt de Brancéliande en Bretagne. Exactement. Ce n'est pas la Bretagne qui est d'ordinaire la plus touchée par ces feux. Ne serait-ce que simplement remonter plus au nord sur le pourtour méditerranéen. Et c'est une fois encore tragique, c'est presque devenu l'habitude été après été d'être en vigilance permanente. En revanche, des départements beaucoup plus au nord, dans le Grand Est par exemple, ou même en Bretagne, c'est beaucoup plus rare et pourtant on voit que ces phénomènes se multiplient. Lieutenant-colonel, comment est-ce qu'on se prépare face à ce changement climatique qui est en marche, sans mauvais jeu de mots, hein, qui est là depuis un moment, c'est pas une nouveauté, elle nous l'a très justement expliqué, Mounia Mestafaoui qui est juste à côté de vous. Comment est-ce que vous vous préparez? Parce qu'il y a plusieurs équations, si je puis me permettre. Il y a l'équation humaine, est-ce que vous avez assez d'hommes? Et puis il y a l'équation matérielle, parce qu'on a beau avoir du matériel, et on y reviendra. Si on n'a pas les hommes pour opérer, c'est compliqué. Hein. On se prépare à plein de points de vue. On vient de parler d'adaptation du territoire pour faire face aux feux qui se produisent et donc que le territoire puisse faire en sorte de pouvoir y répondre. Adaptation opérationnelle, on en a parlé avant, avec l'acquisition des Canadair, avec la formation des pompiers, etc. Après, un Canadair, ça coûte 60 millions d'euros. Pour éteindre les feux-là, et on a vu tout ce qu'on a mobilisé dessus. Faire une campagne de sensibilisation pour éduquer les gens, avoir des gestes qui restent relativement simples, mais de ne pas opérer avec des étincelles, que ce soit des briquets, des cigarettes, des barbecues, à proximité d'une zone qui est plutôt sèche. Ça coûte quelques centaines, milliers d'euros de faire ces campagnes-là. Et qu'il faut marteler. Alors on ne le fait pas encore suffisamment puisqu'il y en a encore. Donc on va continuer. Mais on a ce travail-là en amont. C'est pas vous que je vais l'apprendre. Il y a toujours les gens qui fument dans leur voiture, qui jettent les mégots par la voiture. Hein. Oui, mais il faut qu'on continue ce travail-là. Aujourd'hui, on a une approche environnementale. Parce que le mégot, il n'est pas juste le feu, il pollue aussi. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on a un petit peu un rapport à l'environnement qui est différent, mais qui n'est pas encore suffisant. Et donc si on continue ce travail-là, parce que si ça fonctionne, et ça fonctionne déjà, on a déjà des bénéfices. Si on ne faisait pas ces campagnes de sensibilisation, on aurait encore plus de feu. Mais le feu, si on arrive à faire en sorte
qui ne se déclenche pas. On a vu que c'était irrémédiable. Les conditions climatiques pour que les feux puissent se développer, on les aura. Donc il faut aussi qu'on puisse agir en faisant en sorte que le feu ne se déclenche pas. S'il ne se déclenche pas, il ne se développera pas. Et donc si on arrive à agir sur les 9 causes humaines, on aura juste la cause naturelle à gérer, et là pour le coup ce sera largement gérable. Mathieu Desmoulins, lorsqu'on a écouté très attentivement tout à l'heure le Premier ministre, il a dit à un moment, on va mobiliser tout ce qui est mobilisable. Sur les assurances. Sur les assurances, etc. Voire plus, c'est exactement ce qu'il a dit, voire plus. Et on le sent vraiment déterminé à vouloir lutter. On a senti qu'il avait entendu le maire de cette ville martyre des incendies. Le maire qui lui a dit, il faut que vous nous donniez les moyens, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on discute, il faut qu'on sanctionne. Si vous ne nous aidez pas, on ne pourra pas en réalité. Il est déterminé, le Premier ministre. Il faut rappeler une chose importante dans la vie de François Bayrou, c'est que François Bayrou, c'est avant tout un élu local. Il est maire de Pau en parallèle de ses fonctions de Premier ministre. Et forcément, de par ses fonctions électives par le passé, il a forcément été beaucoup plus sensibilisé que peuvent l'être d'autres responsables politiques aux problématiques du local, du terrain, de la décentralisation, comme on le dit de manière un petit peu barbare. Et donc forcément, quand vous vous retrouvez avec quelqu'un dont vous partagez forcément certaines responsabilités avec lui, et donc forcément une forme de proximité. Deuxièmement, que c'est le maire d'une ville martyre, je reprends votre expression, il y a forcément plus d'empathie et plus de volonté à aller l'aider, au-delà du fait que c'est un méga-feu et un événement gigantesque au cœur d'un été où le Premier ministre a annoncé qu'il ne prendrait pas de vacances, qu'il serait mobilisé tout l'été, et donc il va être très attendu sur le sujet. Après, il y a les mots, Thomas Armand, et puis il y a les actions. Est-ce qu'on va avoir les moyens de nos ambitions ? On attend ce qui va venir, c'est pas le premier feu auquel vous avez assisté. Non, bien sûr. Et puis cette année, on a une saison qui a commencé très tôt par rapport à d'habitude. Ce feu qui est en cours, donc là on est à 15-16 000 hectares. Je peux vous dire qu'il n'est toujours pas fixé, parce que là on parle du temps d'après. Mais il faut se rappeler que pour ceux qui habitent dans le secteur, ils ont toujours des flammes, toujours de la fumée, toujours des canadaires qui volent au-dessus de leur tête, des sapeurs-pompiers partout. On est entre 15 à 16 000 hectares. Pour qu'un feu soit fixé, ça veut dire qu'il ne progresse plus. Donc on a encore un petit peu de temps avant qu'il soit fixé, avec ce travail bien sûr des sapeurs-pompiers. On peut le comparer à celui de la Gironde, je vous le disais, avec ces 3 sinistres qui avaient eu lieu à l'été 2022, qui avaient créé tout un tas de mesures, notamment pour la prévention en risque incendie. Si on se rappelle quand même, il y a quelques années, avant 2023, la météo des forêts n'existait pas. On ne savait pas quel département était concerné par un risque incendie ou non. Et en cela, il y a eu une belle évolution dans notre pays ? On a à la fois des habitants, mais également des touristes qui sont dans ce secteur-là, sur le pourtour méditerranéen notamment. Il n'y avait pas une vision départementale, il y avait quelques massifs qui étaient localement interdits au public, mais c'était précisé sur le site de la préfecture, et pour beaucoup ça se découvrait au moment de franchir des barrières pour rentrer dans un massif forestier. Il n'y avait pas une vision nationale comme ça existe aujourd'hui via la carte météo. Il y a une vision bottom-up, c'est la base de données des incendies des forêts françaises qui récupère en fait de façon bottom-up les feux de forêt. Donc ça c'est en complément de ce que fait EFIS, donc à Copernicus au niveau européen. Et ça, c'est quand même mis à jour depuis un certain temps, depuis 2006. Enfin, il y avait quand même des bases de données existantes. Météo France a renforcé ce niveau de vigilance, etc. Mais bon, il y a quand même des choses qui préexistaient. Enfin, je pense qu'au niveau données, on est quand même assez bon. Bien sûr, c'est votre métier, mais pour le grand public, de voir au bulletin météorologique à la fin de la météo des forêts, c'est quand même beaucoup plus accessible que des données. C'est dans ce sens où j'allais, bien sûr. Tout à fait. Mais c'est vrai que la tête de Buc en 2022, c'était 5806 hectares, je crois, donc c'était quand même 10 000 hectares de moins que ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui. Il y a effectivement la volonté de vouloir informer et éduquer la population. C'est très certainement l'un des messages qui ressort de ce que nous a dit aujourd'hui le Premier ministre. Et ce que vous nous expliquez, Thomas Armand, c'est que oui, il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir les moyens de pouvoir aller plus loin ? C'est la question, bien sûr, qui subsiste. Même sur les enquêtes, quand vous regardez maintenant le processus pour identifier les origines de départ de feu, par exemple depuis ce matin, on a des enquêteurs de la gendarmerie, des experts donc du côté environnement qui sont sur place, puisque la zone de départ du feu maintenant n'est plus concernée par le sinistre qui est en cours. Il y a tout est cramé autour. En fait, là, depuis ce matin, ils sont en train de faire des relevés assez précis pour voir s'il y a eu du combustible ou non, savoir si c'est volontaire, involontaire, s'il y a eu quelque chose pour accélérer ce départ de feu. C'est assez à voir, c'est assez impressionnant. C'est plein de petits drapeaux qui se dirigent dans le sens de départ de feu pour essayer de reconstituer un petit peu tout ce Et on commence à en savoir un peu plus. On sait que le départ de feu serait produit à proximité de la route de la D212. Dans une zone non boisée.
Bon, on s'arrête alors en termes d'éléments qui sont communiqués par voie officielle. C'est tout ce qu'on sait officiellement pour l'instant. Lieutenant-colonel Frédéric Haro, qu'est-ce que ça peut vouloir dire quand ça commence à proximité d'une route non boisée? La D212, alors on ne veut pas subodorer, et bien sûr, on comprend votre réserve là-dessus, mais quelle piste est-ce que ça pourrait évoquer? Je vais répondre par une autre statistique. 9 départs de feu sur 10 sont à moins de 50 mètres d'une habitation. Donc on va interdire des massifs. Alors c'est nécessaire. C'est vrai que c'est un des enseignements de 2022, d'avoir cette météo des forêts qui permet pour le grand public d'être mieux sensibilisé en amont et de pouvoir préserver ces zones-là. Et donc on va interdire l'accès à ces massifs pour éviter cette présence humaine qui pourra déclencher. Et ça concerne un feu sur 10. On en a 9 sur 10 qui se font à proximité des habitations, donc en bord des routes, parce que les gens vont faire des travaux, vont être avec un moteur thermique, leur véhicule qui va faire ça, vont être avec des appareils anti-moustiques avec du feu, vont être avec tout ça, qui peuvent mettre le feu à la végétation sans avoir pris les mesures adéquates, d'avoir un tuyau d'arrosage, quelque chose, pour pouvoir éteindre ce départ de feu immédiatement. Et donc, là encore, la nécessité de la sensibilisation pour que chacun soit en mesure de dimensionner que cette petite étincelle, ce mégot, il est en mesure de pouvoir faire 15 000 hectares comme on l'a là. Il y a la question qui a été posée au Premier ministre, forcément, des moyens. Vous nous aviez exprimé, avant que nous écoutions les ministres qui ont répondu aux questions de nos confrères, que oui, il y avait des moyens, mais que la problématique, c'était en tout cas sur notre territoire, qu'on ne produisait plus de Canadair. Ces avions qui sont donc utilisés pour larguer de l'eau, que ça coûtait extrêmement cher aussi. Cette question a été posée au Premier ministre. Il a répondu, il y a ce projet de fabrication de Canadair. Bon, on imagine que ce ne sera pas demain. Non, mais je suis impatient. En fait, aujourd'hui, il y a une espèce de monopole des Canadair sur les avions amphibies bombardiers d'eau. On a beaucoup de sortes d'avions bombardiers d'eau de toutes les tailles, de 3 000 à 10 000 litres. Les Américains ont même des avions encore plus gros qui peuvent larguer plus que ça. Le Canadair, il est symbolique parce que lui peut écoper. Donc il y a vraiment cette image de l'écopage et faire des rotations écoper. Très rapides. Expliquez-nous de quoi il s'agit pour les gens qui nous regardent. Comment est-ce qu'on écope avec un Canadair ? Il n'a pas besoin de se poser dans un aéroport pour qu'on le remplisse. Donc il va aller sur une étendue d'eau qui peut être en mer, peut être en rivière, qui a été prédéfinie à l'avance, où il va se recharger en une douzaine de secondes et donc repartir sur le site. Ça veut dire qu'il peut faire une rotation d'environ 20 minutes. Pour larguer ces 6 000 litres d'eau. Et comme ils sont à plusieurs, ils vont être à 2 ou à 4 pour faire ces largages simultanés. Et donc ça permet pour le commandant des opérations de secours d'avoir la garantie d'avoir cette eau qui va revenir de manière très périodique. Là où un Dash qui largue 10 000 litres d'eau ou de retardant largue beaucoup plus mais doit se poser donc avec un temps de rotation qui va être supplémentaire. Donc ce Canadair, il est vraiment symbolique. C'est lui qui représente la lutte contre le feu, mais il n'y a pas que lui, il est un parmi d'autres dans une équation. Mais il est nécessaire, on a besoin de ces Canadair-là. Et donc aujourd'hui, on avait ce monopole du Canadair. On achetait des Canadair depuis des décennies maintenant. On a eu cette rupture industrielle pendant une dizaine d'années qui va nécessiter de recréer cette chaîne industrielle pour en avoir. Et donc on va avoir bientôt ces alternatives-là qui sont développées par des start-up, soit de développer un nouvel appareil, partir de zéro et développer un nouvel appareil, soit adapter des appareils existants pour leur permettre de larguer, voire même de leur permettre d'écoper, transformer des appareils qui ne sont pas faits pour ça en appareils amphibies. Et donc on attend beaucoup et j'espère vraiment, à titre personnel, que dans quelques années, on pourra encore diversifier encore plus notre flotte avec ces appareils-là. Maintenant, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Il faut d'abord concevoir ces machines-là, faire des prototypes qui vont être testés, et puis une fois qu'ils sont validés, pouvoir commencer leur industrialisation et leur vente in fine. Mais oui. On va tout de suite se connecter avec l'autre parce que le feu n'est pas fixé. On vous retrouve, Elisa Cléac. Les dernières informations ? Oui, effectivement, des dernières informations que nous avons reçues il y a encore quelques minutes avec les sapeurs-pompiers. Le feu est très très loin d'être maîtrisé. Il a déjà parcouru plus de 16 000 hectares depuis hier après-midi. Il avance extrêmement vite, à une vitesse de 1000 hectares par heure. C'est le deuxième feu le plus important depuis 1949. Un feu hors norme, hors de contrôle. C'est également ce que soulignait le Premier ministre François Bayrou il y a encore quelques minutes. C'était très important pour nous d'être là parce que la catastrophe est une catastrophe d'ampleur inédite. C'était très important parce que des
centaines et milliers de personnes se sentent atteintes dans ce qu'elles ont de plus précieux, leurs biens, leurs maisons, leurs vignes. Face à l'ampleur de ce feu, les moyens déployés sont donc extrêmement conséquents avec plus de 2000 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés sur le terrain depuis hier après-midi. 7 Canadair, 4 Dash, 2 hélicoptères bombardiers d'eau lourds, 2 hélicoptères bombardiers d'eau légers. Mais on le sait, les conditions météorologiques n'étaient pas de leur côté avec des rafales de vent jusqu'à 65 km/h, un taux d'humidité inférieur à 25% et des températures supérieures à 35 degrés. Les pompiers continuent donc de lutter avec intensité. Il nous le disait, le feu fait encore 30 km de long sur un périmètre de 90 km. Il est très très loin d'être fixé. Merci à vous, Elisa Cléac. Lieutenant-colonel, une question peut-être. À quoi est-ce qu'on doit être vigilant dans les heures à venir ? On voit que ce feu a un diamètre important, 90 km de long, 90 km de diamètre, 30 km de long, c'est beaucoup. Cette superficie, si on devait la comparer par exemple à un endroit en particulier qu'on connaîtrait, ce serait quoi ? En surface, c'est Paris. Donc, ça veut dire Paris en feu ? C'est Paris en feu. Alors, la zone centrale est brûlée, et donc c'est le pourtour de Paris. Alors, il est plus allongé, Paris est rond, on est sur une zone plus allongée, mais en surface, ça représente à peu près ça. Pour ce qui est des heures qui viennent, deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est le vent, on le surveille, on a eu ce changement de vent dans l'après-midi. Alors, avec un vent qui partait vers la mer, qui maintenant va arriver de la mer, mais ça reste un vent un peu plus humide, mais ça reste un vent, c'est pas de la pluie. Et donc, ce vent va faire changer la direction et donc donner de nouveaux combustibles à ce feu-là et va obliger les pompiers à se repositionner pour y faire face. Et puis l'arrivée de la nuit, dans quelques heures, qui va nous priver des moyens aériens le temps de la nuit aéronautique et donc avec un redéploiement des moyens terrestres pour continuer leur travail en l'absence de cet appui aérien. Thomas Herman, comment est-ce qu'on fait avec la population sur place quand on est face à un incendie ? Comment est-ce qu'on s'organise ? Mais le plus dur d'ailleurs, c'est pas la première nuit, c'est les nuits qui vont arriver. En fait, quand vous avez un sinistre qui est en cours, le premier soir, c'est un peu la précipitation et la panique. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe, mais comprend qu'il y a un danger imminent, il faut partir. Là, on va rentrer dans une phase de temps long où il faut faire comprendre aux habitants qu'ils ne peuvent toujours pas retourner dans le secteur. Certains vont peut-être vouloir être pressés, s'énerver, et c'est là où pour les autorités, les élus locaux, ça va être plus compliqué. D'un point de vue sapeur-pompier, ce qui va être compliqué, c'est d'intervenir au sol, mais tout dépend des conditions météorologiques de cette nuit. Tout dépend du nombre de foyers encore actifs. On parle d'un périmètre qui est très grand, 15 à 16 000 hectares. Si on rapporte à certains feux, on avait utilisé pour la première fois, toujours en Gironde, c'était en 2022, des caracals, donc les moyens de l'armée de l'air, avec des caméras infrarouges pour surveiller la nuit l'ensemble des points chauds. On pouvait orienter du coup avec le caracal depuis le ciel les sapeurs-pompiers au sol pour leur dire dans telle zone nous avons encore des points chauds et pour faciliter et prioriser le travail durant la nuit, puisque vous l'imaginez, on ne voit pas grand-chose quand vous avez des points chauds où le feu s'enfonce un petit peu sous terre. Reste donc beaucoup de prudence pour les habitants et pour les touristes dans ce secteur, puisque ce feu n'est toujours pas fixé. Mathieu Demoulin, on a eu des précisions de la part du ministre de l'Intérieur sur les moyens qui étaient déjà alloués, qui étaient déjà sur place. On a appris qu'il y avait 2150 sapeurs-pompiers, 600 véhicules. Et il a annoncé, le ministre de l'Intérieur, l'aide du génie militaire aussi, demain. Avec l'aide donc forcément du ministère des Armées, mobiliser tous les savoirs des forces de l'ordre, des militaires, des sapeurs-pompiers pour avoir une sorte de complémentarité finalement sur le terrain. Le génie militaire, ce sont des personnes qui sont capables de faire des missions très précises, très techniques, qui ne sont pas à la portée de n'importe quelle caserne, de n'importe quel département, et qui vont aider les sapeurs-pompiers sur le terrain, faciliter leur travail. On le disait, au total 2150 sapeurs-pompiers, 600 véhicules et des moyens aériens considérables qui sont mobilisés. Le ministre de l'Intérieur disait lui-même qu'il n'y avait pas besoin de plus. C'est ce qu'il a dit. Vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur ? Pardon de vous poser cette question. Il a dit qu'il y a eu 18 avions en réalité et c'était suffisant. On avait besoin de ça. Et à ce moment-là, vous étiez avec moi en plateau, vous avez dit « je vais pouvoir réagir ». 18, c'était suffisant ? Alors, d'abord, évidemment que je suis d'accord avec le ministre de l'Intérieur. On a mis 18 machines sur ce chantier-là, sur ce feu-là. Je vous disais tout à l'heure qu'on a 39 moyens aériens d'État, hélicoptères, légers, lourds et Canadair, Dash, etc. Ça veut dire 18 avions mobilisés dessus. Ça veut dire que tous les autres
les 21 autres étaient mobilisés ailleurs en France. On en a positionné en Corse, on a mis des Canadair en Corse, on a mis des Dash à Bordeaux parce qu'on a l'ensemble du territoire à couvrir. On avait ce feu-là, mais on avait d'autres zones qui étaient en orange, en jaune, et puis on avait quelques autres plus petits feux qui avaient aussi besoin de ces moyens aériens-là. Donc sur ce feu-là, il ne s'agit pas non plus de mettre 100 avions simultanément, ils ne pourraient pas travailler. On a déjà eu des feux sur lesquels on a beaucoup de machines qui en fait se gênent les unes les autres. Déjà, c'est très compliqué de faire travailler des avions et des hélicoptères bombardiers d'eau ensemble. Ils ne vont pas du tout à la même vitesse. L'hélicoptère, il va arriver à une centaine de kilomètres heure, là où un avion va arriver à plusieurs centaines de kilomètres heure. Et donc, c'est très très compliqué pour eux de travailler ensemble. On sait le faire, on va coordonner ça, donc on est habitué à ça. Mais malgré tout, c'est pas simple. Et plus on en met, plus c'est difficile. On l'imagine. Donc, on a vu qu'on pouvait répartir le chantier entre les moyens terrestres et les moyens aériens, comme ça a été fait là. Et donc, ces 18 machines-là correspondaient à ce type de feu-là. S'il en avait fallu plus, on les aurait fait venir. Notre base est à Nîmes, c'est pas très très loin. Et donc, on aurait pu... Donc, vous nous dites que c'est pas un manque de moyens, on a mis les moyens dont on avait besoin. 3 hélicoptères qui sont attendus, des dizaines de militaires. En quoi est-ce qu'ils vont vous aider, ces hélicoptères et ces militaires ? Alors, ces moyens-là, notamment les moyens terrestres militaires, on peut permettre de faire du génie civil. Ce sont des énormes engins de chantier, alors en kaki, ils nous viennent du génie de l'armée, et ils sont capables de faire des tranchées. On l'avait vu déjà sur l'Andiras il y a 3 ans. Ils font des tranchées de plusieurs dizaines de mètres. Ils font des autoroutes. En fait, notre forêt, elle est déjà préparée. On parlait de la préparation du territoire. Notre forêt, elle a déjà ces grands traits qui sont faits dans la forêt pour permettre de casser l'intensité. Encore une fois, le feu passera, mais ça va casser son intensité et on pourra le traiter derrière. Et puis des fois, le massif fait que on n'en avait pas à cet endroit-là, et donc on va le créer. Donc le commandant des opérations de secours va regarder la carte, va regarder l'évolution du vent, va anticiper à quelques heures le devenir de ce feu-là, et va décider de faire des coupes à des endroits donnés pour permettre de rabattre le feu, de le resserrer sur une zone où on va pouvoir le contenir. Thomas Armand. Oui, on les avait suivis justement en Gironde. C'est vraiment des bandes de 80 mètres, mais d'une longueur impressionnante pour essayer de ralentir justement presque des tranchées en vérité. Hein. Alors on creuse pas, mais on enlève les arbres. Ils arrivent à couper et à enlever un arbre en quelques secondes. C'est tout à fait impressionnant à voir. Et ils ont une capacité d'évolution de plusieurs kilomètres en quelques heures qui est bluffante. Et Thomas, comme moi, sur plusieurs incendies, on a mémoire aussi d'opérations des pompiers qui consistent à brûler par avance des zones pour éviter justement qu'il y ait des franchissements. Est-ce que cette technique est aussi utilisée ici dans l'Aude ? C'est le feu tactique. L'Aude sait faire ça. Alors, j'ai pas l'information de s'ils l'ont utilisé sur ce feu-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on parlait du feu de Sigean dans la même zone il y a quelques semaines, sur lequel on a utilisé ces feux tactiques-là. C'est la façon d'éteindre les incendies, de faire face à ces incendies-là. Brûler pour pas que ça flambe. Qui est sans doute la plus ancienne. Je pense que ça doit faire 30 000 ans qu'on fait ça. Et alors, chez les pompiers, du coup, ça fait 50 ans. Mais on brûle, en fait, dans une zone où on sait qu'on va pouvoir le contenir. On va repérer, là aussi, en fonction de l'évolution du feu, trouver une zone dans laquelle on va pouvoir travailler. On va mouiller une zone à l'avance, on va brûler en amont un feu qu'on va pouvoir éteindre tout de suite. Et quand ce feu massif va arriver sur cette zone qui a été brûlée sur 80 mètres également, eh bien, il va aussi perdre en puissance, on va pouvoir le casser. Ça permet de, là aussi, enlever le combustible, soit en coupant les arbres, soit en brûlant préventivement. Et ce feu qui n'est toujours pas maîtrisé, hein. C'est très important de le dire en direct sur LCI. Aujourd'hui, plus de 15 000 hectares ont été brûlés, une personne est décédée, d'autres personnes sont blessées, une personne brûlée grièvement sur l'ensemble de son corps. Et Mounia Mostefaoui, ce que vous nous disiez tout à l'heure, vous qui êtes climatologue, c'est que ce genre de feu, ça n'est que le début. Ça n'est que le début. Il faut s'attendre à plus. Absolument. Et sur la dernière stratégie qui a été évoquée, qui est l'une des plus anciennes, effectivement, elle n'est pas sans coût sur le plan de la pollution de l'air, mais on est obligé de faire une balance entre risque et bénéfice. Donc oui, effectivement, on va être confronté à des feux de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents. Il y a cette stratégie du let it burn qui est beaucoup utilisée aux États-Unis. Ça veut dire qu'on laisse brûler. Oui, on laisse brûler, un peu. On a vu les grands séquoias dans les méga-feux aux États-Unis. C'est ça qu'on fait. On ne peut pas le faire parce qu'on a de l'habitat partout. On a de la présence humaine et donc on ne peut pas laisser les maisons et les gens brûler, bien évidemment. Donc il y a différentes stratégies qui sont mises en place avec aussi des pertes parce que vous perdez des essences et puis vous polluez par ailleurs. Donc il y a tout ça à gérer. Mais Mounia Mostefaoui, quand on parlait, pardonnez-moi, parce qu'il y a...
Quand on voit ces images, on est obligé de penser à l'air qu'on respire, et à l'air que les gens respirent autour. C'est quoi les conséquences? Vous êtes climatologue, c'est quoi les conséquences d'incendies comme ça dans l'air? Alors la pollution de l'air n'est pas le climat, mais c'est quand même lié. Donc vous allez avoir des particules fines qui vont affecter la santé, notamment la santé pulmonaire des populations. Il y a un rapport très récent d'une étude britannique qui montre que justement les maladies et les décès liés à la pollution de l'air sont de plus en plus malheureusement fréquents. Donc on va être aussi exposé à ça. Et ça, c'est des choses qui sont moins mesurées parce que quand vous êtes dans le feu de l'action, sans mauvais jeu de mots, bon, vous regardez les vies que vous pouvez épargner avec ça, mais on a tendance à moins, si vous voulez, être attentif à la pollution de l'air qu'on produit par ailleurs. Et puis, aux essences perdues, vous avez des problématiques de CO2 qui sont captées en moins en fonction des essences. Mais c'est quoi les options possibles? Les options possibles, il faut les regarder de façon très précise, planifiée. Enfin, je suis désolée de le dire, mais aussi sur le temps long. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des simulations, comme on fait pour les modèles climatiques, et voir la moins pire, si je puis parler ainsi, des options pour les différents cas en fonction des différents scénarios. Parce que vous avez vu, ça dépend beaucoup de la vitesse des vents, de leur intensité, les vents peuvent tourner, comment est-ce qu'on arrive à prédire ça, et en fonction des capacités aussi qu'on aura, en fonction des investissements qui seront mis en place. Ça, et juste pour revenir sur l'aspect innovation et industrie, et lien avec l'armée, c'est vrai que l'A400M, donc, qui est un avion militaire, mais qui aujourd'hui est aussi utilisé pour ravitailler, en tout cas en phase de test, pour ravitailler nos très chers Canadair, qui sont si utiles. Je pense aussi qu'il y a un enjeu qui est d'un autre ordre, économique et même financier, pour mettre des incitations à ce que ce genre de dispositif et que cette industrie, qui est quelque part une industrie de la vie, pour utiliser la terminologie de Jacques Attali. On est quand même dans l'économie de la vie quand on travaille sur des industries, sur des dispositifs qui permettent d'agir, d'aider nos forces armées, notre sécurité civile dans ces cas-là qui risquent, quand on dit qu'ils risquent, dont la probabilité qu'ils se reproduisent est de manière plus ample, est quasiment certaine, malheureusement. Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné. On vous rappelle ces informations principales. Ce feu n'est pas fixé. 15 000 hectares ont été ravagés. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour tenter d'arrêter ce feu qui est l'un des plus grands feux qu'on ait jamais vu depuis 1949, nous dit le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.